Alors Éric Achula, merci de nous avoir rejoints justement. Donc, avant de donner la parole aux pharmaciens, puisque Marie-Josée Auger-Comont est là, et je crois qu'elle a plus grand-chose à dire après ce qu'a dit Ghislaine, je voudrais avoir l'avis du médecin. Vous êtes médecin spécialiste de médecine interne et d'immunologie clinique au CHU de Lille, et vous êtes en même temps le coordinateur de la filière de santé maladies rares, FAIIR, donc sur les maladies respiratoires. Et ce serait intéressant déjà que vous nous expliquiez ce que c'est que la filière, parce qu'en tant que telle, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'organisation, qui est une organisation française et qui nous est enviée d'ailleurs à l'international, cette organisation des filières de maladies rares qui a permis de faire le lien entre la recherche fondamentale sur les maladies, la recherche clinique et les projets thérapeutiques. Et puis, savoir comment vous mettez en place la pratique vaccinale justement auprès de ces populations qui sont pour beaucoup très, très immunodéprimées, quelquefois greffées. Donc voilà, la parole est à vous. Merci. Alors, je coordonne, c'est vrai, une filière, une des 23 filières. Le son est bon, vous m'entendez bien? Si je parle comme ça? Parfait. Donc, je coordonne une des 23 filières maladies rares, mais pas sur les maladies respiratoires. Parfois, les patients ont une atteinte respiratoire. En fait, FAI2R veut dire maladie auto-immune et auto-inflammatoire rare. Ce sont des maladies systémiques par dérèglement du système immunitaire ou dérèglement des systèmes d'auto-inflammation qui donnent souvent des atteintes d'organes, poumons, c'est vrai, le cœur, les articulations, la peau, les reins, qui justifient des traitements par corticoïdes et immunosuppresseurs. Cette filière que j'ai la chance de diriger depuis 2014 représente à peu près 60 000 patients en France, dont les 3/4, voire 80% sont immunodéprimés, donc à risque de maladies opportunistes, de maladies infectieuses, virales, bactériennes. Donc c'est une population extrêmement fragile. Et nous travaillons depuis des années en faveur de la vaccination et Madame Dominique Godard, qui est connectée et qui est présidente de l'Association sclérodermique de France, est très active dans ce domaine. On a beaucoup travaillé ensemble. Alors, cette filière, elle rassemble aussi 18 centres de référence en France, 68 centres de compétences, plus de 2000 professionnels donc, qui sont sensibilisés, et donc je vous disais 60 000 patients. Qu'est-ce qu'on a pu faire pour eux depuis 2014? Beaucoup de choses, parce qu'on est très sensibilisé à ce risque. Et c'est vrai que l'infection Covid a mis un accélérateur, mais on n'a pas attendu le Covid pour sensibiliser notre population de patients et nos professionnels de santé à la vaccination. On a très rapidement, et si d'ailleurs vous allez sur le site FAI2R et que vous tapez vaccination, vous avez 27 pages de documents en faveur de la vaccination. Et une des premières que nous avons fait, c'est cette petite plaquette que vous voyez peut-être. On a fait ça en partenariat avec Dominique Godard. Ils ont sensibilisé déjà il y a 7-8 ans de la vaccination, et avec la vaccination, c'est-à-dire la mise à jour du carnet vaccinal, qui est extrêmement importante, aussi la vaccination pneumococcique, qui sont dans cette population à risque d'infection liée à l'immunosuppression et particulièrement sensible aux germes encapsulés, l'hémophilus, et bien sûr la mise à jour du carnet vaccinal standard. Donc ça, c'est ce qu'on a fait dans le passé. On a aussi fait un beau travail de sensibilisation de la vaccination avec nos associations. Notre filière regroupe 16 associations de patients et on a fait une petite vidéo en les impliquant, en leur faisant dire un petit message à leurs patients, chacun association par association. On retrouve aussi ça sur le site de la filière et chacun encourage donc ses adhérents à se faire vacciner. Et nous avons la chance au sein de la filière d'avoir une professionnelle de la communication. Ça, je crois que c'est très, très important pour faire transmettre les messages auprès des patients, auprès des professionnels de santé. Et donc, on est très présent sur les réseaux sociaux. On a un site Internet extrêmement actif et tout ça aide, je pense, à la diffusion de l'information. Enfin, avec l'épidémie Covid, tout ça s'est évidemment largement accéléré. Il fallait encourager notre population à se faire vacciner dès le mois de janvier 2021. Et la filière, depuis mars 2020, avait publié mensuellement des recommandations de protection vis-à-vis de l'infection, parce que se protéger de l'infection, ce n'est pas que les vaccins, et on en reparlera peut-être un peu, j'insiste beaucoup autour de ça. On a beaucoup appris avec les gestes barrières, mais depuis le mois de janvier de cette année, on fait des fiches de recommandations vaccinales et de conseils vaccinales, qui doit avoir 3 injections pour une primo-vaccination, qui doit avoir un rappel, et c'est une 4e injection,
et qui doit avoir les fameux anticorps monoclonaux dont nous parlerons peut-être, mais de protection quand on n'a pas de séroconversion, quand on est immunodéprimé. Voilà quelques exemples, et j'en passe. On a interviewé aussi le professeur Fischer pour rassurer nos populations sur le vaccin, sur son efficacité. Donc on est très présent en termes de communication et de sites internet et de réseaux sociaux. Voilà en résumé un peu ce que la filière a pu faire ces derniers mois. Ce que vous avez fait sur cette filière, est-ce que c'est quelque chose qui est susceptible d'être étendu à d'autres filières maladies rares? Parce qu'il y a une coordination des différentes filières. Je pense que cette expérience très positive, vous pourriez la partager. Est-ce que vous recevez un intérêt de la part des autres filières? Oui, absolument. Alors, toutes les filières ne sont pas concernées par le sous-risque infectieux, mais certaines le sont. Vous parliez de la filière des maladies respiratoires, elle s'appelle Respifil. Oui, Respifil s'est beaucoup inspiré de ce qu'on a pu faire au cours des mois, et donc on transmet notre savoir-faire aux autres filières. Et bien sûr, quelquefois, on s'inspire aussi de ce que font d'autres filières. Mais oui, bien sûr, il y a une communication entre les filières, c'est extrêmement important. 3 millions de personnes sont concernées en France par les maladies rares. Alors, autour de ça, il y a la vaccination, bien sûr, mais il y a aussi d'autres choses. Il y a le cocooning, on va dire, vaccinal, c'est-à-dire le fait de vacciner l'entourage. Il y a bien entendu les gestes barrières qu'on n'aurait jamais dû oublier. Moi, je me rappelle que c'était quelque chose qu'on apprenait à l'école à l'époque, quand on était en primaire, dire dans les années 60, il était hors des questions de rentrer dans la classe si on ne s'était pas lavé les mains. On vendait encore à l'époque des timbres contre la tuberculose. C'est un vieux souvenir, mais donc il y avait ce risque permanent de pathologie infectieuse qui existait dans l'esprit de tout le monde. Comment on peut dépasser justement cette notion simplement de vaccination pour retrouver, je ne veux pas dire une connaissance un peu de l'hygiène de base, mais quelquefois ça fait un peu choquant quand même de passer plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros dans des campagnes de communication pour dire aux gens de mettre leurs mains devant leur coude devant la bouche quand ils vont tousser ou d'aller se laver les mains. C'est quelque chose qu'on devrait même apprendre dans les familles, quoi. Enfin, comment vous voyez justement l'ensemble de ces mesures se mettre en place spécifiquement pour les patients qui sont des patients à risque ou immunodéprimés? Alors, comme vous le précisez très bien, il n'y a pas que la vaccination du patient qui apporte une protection, la vaccination de l'entourage, vous l'avez bien exprimé, la vaccination en couronne protège le patient immunodéprimé. Incontestablement, on l'a vu avec l'épidémie Covid, les patients vaccinés sont beaucoup moins infectants et beaucoup moins longtemps infectants, donc diminue considérablement le risque de contaminer la personne immunodéprimée. Je pense que l'épidémie Covid nous a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce sont les points positifs de l'épidémie, parce que je dois vous dire que personnellement, les gestes barrières, je ne les ai jamais appris au cours de mes années médicales, où ça a été vraiment bâclé, carrément bâclé. Et je dois dire que on se sentait un petit peu ridicule et honteux à porter un masque quand on avait la grippe, parce que voilà, et maintenant ça devient un geste naturel, et c'est vraiment les points positifs. Et je crois qu'à l'avenir, même lorsqu'on sera après ces vagues Covid, et j'espère que c'est la dernière, on prendra l'habitude de mettre un masque quand on est dans le métro, de mettre un masque quand on est dans un entourage très dense en population, surtout l'hiver, c'est évident. On a appris aussi à se laver les mains, réappris à se laver les mains. Et dans les écoles, maintenant, tout ça deviendra une habitude, même si les bonnes habitudes, après, on les oublie peut-être rapidement, mais je pense que ça va marquer des générations quand même, ce qu'on a vécu. Je parle déjà au passé, je suis optimiste, qu'on a vécu avec l'épidémie Covid. J'espère vraiment que ce sera la dernière vague, on a quelques chances. Donc, les gestes barrières. Mais il n'y a pas que ça, vous le disiez, et j'insiste beaucoup sur la protection des maladies infectieuses. Le Covid nous l'a appris aussi, la possibilité de transmettre des anticorps passivement, c'est ce qu'on appelle l'immunité passive, quand on n'a pas la chance de faire des anticorps parce qu'on est immunodéprimé. Et ce sont les biothérapies dont on parle beaucoup ces derniers temps, qu'avait reçu Trump quand il avait fait le Covid. Maintenant, ces médicaments, on les a à disposition. Et on a une version de combinaison de monoclonaux qui a une certaine efficacité sur Omicron, et donc nos patients immunodéprimés, on les met sous ces biothérapies. Et puis, il y a aussi des mesures qui sont anciennes mais très efficaces. Par exemple, quand on a un déficit immunitaire lié aux médicaments immunodépresseurs et qu'on a les
globules blancs, lymphocytes T qui sont très bas, on peut mettre un antibiotique, le Bactrim. On est protégé de certaines infections opportunistes qu'on appelle la pneumocystose, mais aussi des infections bactériennes classiques. On peut aussi mettre des médicaments protecteurs du zona, protecteurs de l'herpès. Donc, il n'y a pas que la vaccination pour protéger tous nos patients fragiles. Alors, justement, vous parliez des anticorps monoclonaux, ce n'est pas tout à fait le sujet du jour, mais c'est intéressant parce que on va encore avoir un problème d'accès vis-à-vis de ces anticorps. C'est-à-dire que si vous les prescrivez, où est-ce que le malade pourra s'y procurer pour pouvoir en bénéficier? Est-ce que ça doit être dans les vaccinodromes? Est-ce que ça doit être dans les maisons de santé pluriprofessionnelles? Est-ce que c'est à l'hôpital? Est-ce que... Alors aujourd'hui, on est moins en tension sur l'accessibilité de ces médicaments. On l'était plus au mois de septembre dernier avec la première molécule arrivée sur le marché. Aujourd'hui, les ARS nous ont bien fourni. Je pense que l'accès à ce médicament doit être décidé par le professionnel de santé, là où il suit le patient. C'est lui qui décide si le patient doit avoir 3 doses de vaccin, un rappel. Et si après il n'y a pas d'anticorps, c'est lui qui fait la demande sur la plateforme spécifique du laboratoire pour avoir accès aux médicaments. On a la réponse en 24 heures et la mise à disposition du médicament, c'est 72 heures. Donc, on a accès vraiment facilement et très rapidement à ce type de produit. Aujourd'hui, on n'est pas en tension. On peut vraiment proposer ce médicament aux patients qui en ont besoin. Très bien, ben merci beaucoup pour toutes ces explications. Très claires en plus, donc ça c'est tout à fait appréciable.